Bienvenue, chers élèves de la quatrième science technique pour cette séance de révision pour la discipline génie électrique qui sera présentée par votre professeur Mohamed Harchani et sous la direction de notre cher inspecteur, M. Mourad Haji, et nos chers messieurs élèves inspecteurs, M. Fedi Boujnah et M. Mounji Qadri. Notre séance va prendre en considération comme un support le système technique unité de remplissage du pot de peinture qui se compose de plusieurs postes de travail. Durant cette séance, on va aborder deux principaux thèmes qui sont le thème 4, les amplificateurs linéaires intégrés, et le thème 5, système triphasé équilibré, et bien précisément le moteur asynchrone triphasé. Commençons par la première partie à étudier, qui est la partie de l'étude contrôle de poids des produits, qui se base sur une carte électronique à base des amplificateurs linéaires intégrés. Pour garantir une qualité de peinture acceptable, les deux produits constituant cette dernière, liquide plus poudre, ne seront versés et malaxés dans le malaxeur que lorsque leur poids aura une valeur de 20 kg avec une légère tolérance de 500 g. Donc l'électrovanne EV2, qui sera occupé du versement du produit dans le malaxeur, ne sera activé que lorsque cette masse est validée. Donc le poids de produit doit avoir une valeur comprise entre 19,5 kg et 20,5 kg. Le capteur de poids convertit la masse mesurée en une tension VA proportionnelle comprise entre 0 et 5 volts. Cette tension sera injectée à l'entrée d'une carte électronique, comme on a dit, à base d'amplificateurs linéaires intégrés, comme le montre la figure qu'on va présenter tout de suite. Cette carte a comme rôle de commander notre électrovanne EV2 et nos amplificateurs ont des tensions de polarisation. Pour la plus VCC sera plus 12 volts et le moins VCC, moins 12 volts. Voici la carte de commande et de contrôle de la masse du produit. On voit qu'elle est composée essentiellement de 5 étages allant du bloc A au bloc E, dont on a 5 amplificateurs linéaires intégrés et une étage de puissance pour commander l'électrovanne EV2. En se référant à cette carte, on va compléter le tableau suivant en mettant une croix dans la case correspondante. Ce tableau va récapituler le régime de fonctionnement de nos amplificateurs et le type de polarisation pour chaque Ali contenu dans cette carte. Revenons à la carte. On analyse les amplis un par un. Commençons par l'allée 1. On voit clairement qu'il admet une boucle de retour sur l'entrée inverseuse. Donc, c'est bien évident le régime linéaire. Donc, pour son polarisation, on voit que la polarisation positive est plus VCC, alors que la polarisation négative est reliée à la masse, donc le potentiel 0. Pour l'allée 2, la sortie reboucle aussi sur l'entrée inverseuse de notre amplificateur. Donc, c'est aussi le régime linéaire avec plus ou moins VCC pour les polarisations de cet amplificateur. Donc, c'est une polarisation symétrique. Alors que pour l'allée 3, la sortie reboucle sur l'entrée inverseuse, aussi c'est le régime linéaire, et aussi son polarisation est symétrique puisqu'on a plus VCC et moins VCC pour les bornes de polarisation. Alors que pour les deux amplis à les 4 et à les 5, on voit qu'ils fonctionnent tous les deux en boucle ouverte et c'est bien évidemment c'est le régime saturé avec pour les deux une polarisation asymétrique puisqu'on voit clairement qu'on a pour polarisation max plus VCC et l'autre polarisation est reliée à la masse. Donc, remplissons notre tableau. Donc, on a dit pour la ligne 1, on a une polarisation asymétrique et le régime linéaire.
Pour l'ALI 2, c'est une polarisation symétrique avec un régime linéaire. L'ALI 3, une polarisation symétrique et aussi le régime linéaire. Et l'ALI 4, comme l'ALI 5, admettent une polarisation asymétrique avec un régime de fonctionnement qui est le régime saturé. La première partie qu'on va étudier concernant cette carte, c'est l'étude du bloc A contenant l'ALI 1. Donc, on est demandé d'exprimer la tension V2 en fonction de la tension d'entrée V1. Il est clair à partir de l'allure de cet amplificateur que c'est un amplificateur suiveur, d'où directement on peut dire que la sortie suit l'entrée, d'où V2 égale V1. C'est la caractéristique d'un amplificateur suiveur. Le deuxième bloc à étudier, c'est le bloc B, dont on est demandé d'exprimer le courant I en fonction de la tension V2 et la résistance R1. Prenons notre bloc. On va utiliser les lois de Maille pour déduire les expressions de Maille. Commençons par la maille 1. Cette maille va nous fournir l'expression suivante, V2 plus R1I égale 0, d'où directement on peut dire que notre courant I égale à moins V2 sur R1. En deuxième question, on est demandé d'exprimer V3 en fonction du courant I, R1 et R3. On fait recours aussi à la loi de Maille, cette deuxième maille qui est la maille 2. À partir de cette maille, on peut constater que V3 plus I facteur de R1 plus R2 égale 0. Et bien sûr, la relation sera V3 égale à moins I facteur de R1 plus R2. Déduire l'expression de V3 en fonction de V2, R1 et R2, revenons à nos deux expressions précédentes, on peut dire que V3 égale V2 sur R1 facteur R1 plus R2 en remplaçant l'entité I par son expression déduite dans la première question. D'où on peut dire que V3 est proportionnel à V2 avec un gain de R1 plus R2 sur R1. Donné un nombre et la fonction de ce montage, voyons l'expression déduite dans la troisième question, on constate bien que notre amplificateur est un amplificateur non inverseur, puisque la tension de sortie sera amplifiée par le coefficient R1 plus R2 sur R1. C'est pour cela que notre amplificateur est un amplificateur non inverseur. Donner la valeur de V3, c'est V1 égale 2,05 volts, R1 1 kg et R2 3 kilo ohms. Donc, directement, l'application numérique nous donne V3 égale 1 plus 3 sur 1 fois 2,05. En total, 2,05 fois 4, ça nous donne une valeur de 8,2 volts. L'étude maintenant du bloc C. Quelle est la fonction réalisée par l'amplificateur de ce bloc? Revenons à notre bloc, qui est le bloc C, qui comporte l'amplificateur à l'I3. On constate bien qu'il admet deux tensions d'entrée, dirigées chacune vers une entrée de notre amplificateur, la V3 vers l'entrée non inverseuse et la VRF vers l'entrée inverseuse. C'est avec un régime de fonctionnement qui est le régime linéaire. C'est bien évidemment, on peut dire que notre amplificateur est un amplificateur de différence ou soustracteur. Déduire l'expression de V4 en fonction de V3 et VRF, puisque nos résistances sont toutes égales, donc on peut dire directement que V4 égale la tension appliquée à l'entrée non inverseuse moins la tension appliquée à l'entrée inverseuse, d'où finalement V4 égale V3 moins VRF. Déduire les signes de V4 dans les cas suivants, soit positif ou négatif. Donc, si V3 est strictement supérieur à VRF, donc c'est bien évidemment que la tension V4 sera positive, alors que dans l'autre cas,
Si V3 est inférieur à Vref, alors notre tension de sortie sera négative. Passons au bloc suivant d'étude de notre cas, qui est le bloc D, qui comporte les deux alliés, allié 4 et allié 5. Donc, c'est la composition de notre bloc. On est demandé de Ali, ou de chaque montage de chaque Ali, des Ali 4 et Ali 5. On a dit précédemment qu'ils fonctionnent en régime saturé, puisque leur boucle de son, ils fonctionnent en boucle ouverte, et puisqu'ils fonctionnent en boucle ouverte en régime saturé, c'est bien évidemment tous ces deux Ali sont des amplificateurs comparateurs, soit simple, soit inverseur ou inverseur, simple seuil. Pour le premier cas, la tension d'entrée pour l'allée 4 et la tension V4, elle est appliquée directement à l'entrée inverseur. C'est pour cela qu'on appelle notre montage un comparateur inverseur à simple seuil. Alors que pour l'allée 5, la tension d'entrée V4 est appliquée à l'entrée non inverseuse, d'où c'est un comparateur à simple seuil, mais non inverseur. Donc, c'est l'appellation de deux montages de l'allée 4 et l'allée 5. Quelle est la valeur de seuil des deux amplificateurs? Les valeurs de seuil, ce sont les deux valeurs appliquées à la borne non inverseuse pour l'allée 4 et la borne inverseuse pour l'allée 5, qui sont les deux potentiels fixes et constants, qui sont le 2 volts pour l'allée 4 et le moins 2 volts pour l'allée 5. Complétez le tableau suivant par les valeurs de V5 et V6 pour chaque cas. On va faire les comparaisons nécessaires. Commençons par la tension V5 qui est la sortie de l'allée 4. Si la tension d'entrée V4 est strictement inférieure à moins 2, donc la différence entre la borne non inverseuse et inverseuse sera positive, d'où notre amplificateur va nous fournir à la sortie sa polarisation maximale ou polarisation positive qui est ici de 12 volts. Même pour le cas si V4 est comprise entre moins 2 et 2, on est toujours inférieur à 2, qui est le seuil de notre amplificateur. Donc, c'est bien évidemment que la tension V5 prendra la tension de polarisation maximale, qui est la polarisation plus VCC, d'où aussi 12 volts. Maintenant, pour le cas où V4 dépasse le 2 volts, donc la valeur de la tension appliquée à la borne inverseuse sera supérieure à celle du seuil. Donc notre ampli va basculer en sortie vers la tension de la polarisation négative, qui est dans notre cas la masse. Donc c'est le potentiel 0 volts. Même chose, on va faire la même comparaison pour l'allée 5 et déduire les différentes valeurs pour la tension de sortie V6. Si V4 est strictement inférieur à moins 2, donc dans ce cas, le potentiel appliqué à la borne inverseuse est supérieur à celui de la borne non inverseuse, d'où la tension V6 va prendre la polarisation moins, donc c'est le 0 volt. Si on dépasse le moins 2, on est supérieur à moins 2, donc la comparaison va nous fournir une tension de sortie qui est la polarisation positive de notre amplificateur, qui est le 12 volts, soit pour la deuxième colonne et la troisième colonne. Tracé sur le graphe ci-contre la caractéristique de transfert de l'allié 4 qui est V5 en fonction de V4, en indiquant sur le même graphe le seuil de basculement. On a déduit précédemment que pour l'allié 4, le seuil de basculement, c'est la valeur de volts. Donc, on fixe notre seuil. On a dit pour ce comparateur, c'est que c'est un comparateur inverseur à simple seuil. Et depuis le tableau de la troisième question, on constate clairement que si V4 est strictement inférieur au seuil qui est 2 volts, la sortie
sera égal à 12 volts. Alors, dans le cas où V4 dépasse le 2 volts, la tension de sortie sera saturée à la valeur 0. C'est pour cela qu'on aura la configuration suivante ou l'allure suivante de notre caractéristique de transfert. À gauche de 2, donc inférieur à 2, on aura 12 volts. Et à droite du seuil, donc supérieur à 2 volts, on aura le 0 volt parvenu de la polarisation moins de notre amplificateur. Le bloc suivant sera le bloc E. Donc, c'est les tâches de commande de l'électrovanne pour verser ou non le produit dans le malaxeur. La première question demandée, c'est de définir le type du transistor utilisé Q. Notre Q, on constate bien qu'on a deux types de transistors qui sont le NPN et le PNP. Selon la normalisation et le symbole de notre transistor, on constate bien que notre transistor est du type NPN, qui sera saturé si on applique un potentiel strictement positif à sa base, et inversement, il sera bloqué si le potentiel appliqué à sa base sera égal ou inférieur à 0. On va compléter le tableau suivant afin de déterminer l'état de l'électrovanne EV2 pour chaque cas donné. Pour le transistor, on va mettre S pour saturé et B pour bloqué, alors que pour l'électrovanne EV2, on va mettre activé ou désactivé selon l'état du transistor. Donc, on a pris trois valeurs différentes de la tension V4, 3 volts, 0 volts et moins 3 volts, qui seront appliquées aux entrées de deux amplificateurs qui ont un rôle comme un comparateur simple seuil, soit inverseur ou non inverseur. Commençons par le premier cas, où V4 égale 3 volts. 3 volts est supérieur au seuil de volts de notre ampli 4. Donc, la tension V5 sera nulle, alors que la tension V6, puisque V4 est strictement supérieur à moins 2, aura 12 volts. Et dans ce cas, on constate bien que les deux tensions seront appliquées à la base de notre transistor Q à travers une porte E, puisque les deux potentiels, on a 0 et 1 et ils sont différents, donc notre porte E va fournir au transistor une valeur 0, et la valeur 0 va bloquer notre transistor Q, donc on va mettre B pour notre transistor. Et dans ce cas, notre électrovanne ne sera pas activée, d'où elle sera désactivée. Pour la valeur 0, 0 est comprise entre 2 et moins 2 volts. Donc, pour les deux amplis simple seuil, donc on aura à leur sortie 12 volts. Et dans ce cas, la porte E va fournir un 1 à la base de notre transistor qui sera saturé et passant. Et dans ce cas, notre électrovanne sera activée pour verser le produit dans le malaxeur. Le troisième cas, lorsque V4 égale moins 3, elle est inférieure à 2 volts de l'ALI 4, le seuil de l'ALI 4, donc on aura 12 volts pour notre ALI, alors que pour l'autre ALI, l'ALI 5, elle est inférieure à moins 2, donc à la sortie, on aura pour V6 égale 0 volts. Deux états différents pour l'entrée de la porte E, ce qui va fournir au transistor 1,0 et va admettre l'état bloqué pour ce transistor et bien évidemment la désactivation de notre électrovanne. Passons à une autre partie de notre étude pour ce sujet de révision, qui est l'étude du moteur M3. Notre moteur M3, il est chargé du le déplacement de convoyeurs, de transport des pots vides,
c'est un moteur triphasé dont sa plaque signalétique est présentée par la figure 3 présente dans le support de notre sujet, qui est cette plaque signalétique. Ce moteur est alimenté par un réseau triphasé 400 volts 50 Hz. Vous constatez bien sur cette plaque signalétique qu'il y a des données manquantes. Et ça sera notre charge de définir ces données. La résistance d'un roulement statorique mesuré à chaud pour ce moteur est 3,9 ohms. Certaines données signalétiques euh, signalétiques de ce moteur sont effacées. Pour les rétablir, on fait subir au moteur différents tests pour rétablir ces données. Commençons par le premier essai, qui est l'essai à vide, où le moteur tourne à vide sans charge. On relève pour cet essai un courant I0 à vide égale 0,9 ampères. Et avec la méthode d'un seul wattmètre, notre wattmètre va nous présenter une valeur de puissance 91,66 watts. Il nous est demandé d'indiquer le couplage du moteur à adopter et justifier notre réponse. Revenons aux données fournies. Donc, on a un réseau triphasé 400 volts et bien évidemment, cette présentation nous fournit la tension composée du réseau. Pour déduire la tension simple, on doit diviser cette tension par signe de 3, ce qui nous donne une valeur de tension simple de 230 volts. Alors que sur la plaque signalétique de notre moteur, les deux tensions de ce moteur sont 230 et 400. En récapitulation, les tensions du moteur sont 230 volts et 400 volts, et les tensions du réseau sont 230 volts et 400 volts. On prend la tension supportée par un enroulement de notre moteur, qui est la petite tension marquée sur la plaque signalétique, qui vaut 230 volts. En la comparant avec les deux tensions de notre réseau, elle correspond à la tension simple du réseau. Et c'est bien évidemment et bien clair qu'on va adopter un couplage étoile, car la tension supportée par un roulement de ce moteur, qui est de 130 volts, correspond à la tension simple de notre réseau de 130 volts. Ce couplage est nous demandé de représenter de notre moteur pour représenter un couplage étoile. On doit relier ensemble les trois sorties de nos trois enroulements de notre moteur pour avoir le couplage étoile comme est indiqué sur cette petite figure. Question d'après, c'est de déterminer le facteur de puissance à vide qui est le cos phi 0. On a une relation fondamentale pour le moteur asynchrone triphasé qui dit que la puissance absorbée pour un tel moteur est égale à racine de 3 multiplié par la tension composée, multiplié par le courant, multiplié par cos phi. D'où, pour déduire la valeur de cos phi, on dit que le cos phi 0 égale, bien sûr, on doit utiliser toutes les valeurs qui correspondent à cet essai, qui est l'essai à vide, puisqu'on est demandé de déterminer le facteur de puissance à vide. Donc, cos phi 0 égale la puissance absorbée à 0 divisé par racine de 3U multiplié par le courant à vide I0. D'où parvient la puissance P à 0? On va utiliser la valeur déduite par la méthode d'un seul wattmètre, sachant bien que cette puissance doit être multipliée par 3 pour avoir la puissance absorbée totale par notre moteur depuis le réseau triphasé. D'où on aura comme application numérique 91,66 fois 3, qui est la puissance absorbée à vide, divisé par racine 3 multiplié par 400 et le 0,9 qui est notre courant à vide.
Et on déduit bien sûr la valeur de notre cos phi qui est de 0,44. La question d'après, elle nous demande de calculer les pertes ferrostaturiques PFS et les pertes mécaniques PM en admettant que la valeur de PFS égale l'un tiers de la valeur de PM. On doit mettre en considération, bien sûr, que ces deux pertes composent les pertes constantes du moteur asynchrone triphasé. Et puisqu'on est à l'essai à vide, et les pertes constantes ne peuvent être déduites qu'à l'essai à vide, donc on a à vide PA0, la puissance absorbée, égale les pertes joules statoriques plus les pertes constantes. D'où les pertes constantes égale la puissance absorbée à vide moins les pertes joules statoriques. Donc, on est demandé de calculer les pertes joules statoriques à vide. Donc, la puissance absorbée, c'est comme précédemment, c'est la puissance donnée par le wattmètre utilisé en mesure, multipliée par 3, moins la relation des pertes joules statoriques, 3,3 fois 3 fois 3,9 fois 0,9 au carré, qui est la relation E3 RI carré, puisqu'on a un couplage étoile et la résistance donnée, c'est la résistance d'un seul enroulement. Donc, finalement, on aura les pertes constantes totales, 265,52 watts. Et par la suite, on va déduire les valeurs de PFS et de PM. Donc, on commence par l'une d'elles. PC égale PFS plus PM. On remplace PM par 3 PFS, d'après la relation donnée à notre question. Donc, on aura PC égale 4 PFS, alors PFS égale PC sur 4. Divisons la valeur déduite précédemment par 4, on obtient une valeur de 66,38 watts pour les pertes fer statoriques. Donc, on revient à notre relation qui relie les pertes fer statoriques aux pertes mécaniques. On peut déduire aussi la valeur de PM qui est égale à 3 PFS, multipliant cette valeur 66,38 fois 3, on obtient une valeur de 191 watts. Passons maintenant à l'essai en charge de notre moteur asynchrone triphasé, et ceci dans le but de déterminer quelques grandeurs de notre moteur et surtout les grandeurs effacées sur la plaque signalétique présentée précédemment. La mesure par la méthode de wattmètre pour cet essai donne PA1, qui est la valeur affichée sur le premier wattmètre, est égale à 1,6 kW, alors que le deuxième wattmètre était illisible. Une petite panne ou quelque chose est parvenu à notre wattmètre, on n'a pas pu acquérir la puissance donnée par le deuxième wattmètre. On mesure ici la puissance apparente. Une mesure nous a donné que la puissance apparente égale 2840,56 volts ampères. On est demandé au premier lieu de calculer la puissance active absorbée par notre moteur. Revenons donc à la relation fondamentale du moteur asynchrone triphasé. Si on revient à la plaque signalétique, on n'a pas le courant I, on a le cos phi et on a la tension de notre réseau. Donc, on ne peut pas appliquer la relation PA égale racine de 3 fois U fois I fois cos phi, puisque le courant est encore manquant. Mais on sait une relation fondamentale entre le P et le S, donc le racine de 3 fois U fois I, c'est la puissance apparente S. Et puisqu'on a la valeur de S, on peut l'utiliser pour le calcul de la puissance absorbée.
Donc, il suffit de multiplier cette puissance apparente par le cos phi. Ce cos phi, on a dit qu'il est apparent sur la plaque signalétique qui a une valeur de 0,82. Donc, on aura finalement 2840,56 multiplié par 0,82. On aura une valeur totale de 2329,26 watts comme puissance absorbée. Il nous demande de calculer la puissance mesurée par le deuxième wattmètre. Donc, ça sera facile maintenant de déduire si notre deuxième wattmètre était lisible et la valeur mesurée est affichée correctement. C'est grâce à la relation que nous fournit cette méthode de mesure qui dit que la puissance absorbée avec cette méthode égale la puissance absorbée affichée par le premier wattmètre plus la puissance absorbée affichée par le deuxième wattmètre. Donc finalement, si on a besoin de savoir la valeur de PA2, on fait la soustraction entre la puissance absorbée totale et la valeur affichée par le premier wattmètre. Donc PA2 égale PA moins PA1 ou 2329,26 moins 1600 qui est le 1,6 kW égale à 729,26 watts. Donc, si notre deuxième wattmètre était en bon état, on aura un affichage qui nous donne une valeur de 729,26 watts. Calculer la puissance réactive Q comme troisième question. Donc, on se base aussi sur cette même méthode, qui est la méthode de 2 wattmètres, qui nous fournit une relation qui nous permettra de calculer la puissance réactive Q. Cette relation dit que Q égale racine de 3 multiplié par la puissance mesurée par le premier wattmètre moins la puissance mesurée par le deuxième wattmètre. D'où, en application numérique, on aura une puissance réactive de valeur 1508,16 voltampères réactif var. Question d'après. L'une des grandeurs qui ne s'affiche pas sur la plaque signalétique de notre moteur, c'est le courant nominal I. On est demandé de déterminer ce courant nominal. Donc, on utilise maintenant la relation S égale racine de 3 sur U, comme on peut aussi utiliser la relation de la puissance absorbée, puisqu'on a le cos phi ici, bon, on dit que I égale racine de 3, PA sur racine de 3 fois U fois cos phi, ou même chose, si on veut utiliser la puissance apparente S, c'est égal à racine de S sur racine de 3 fois U. En application numérique, on aura un courant nominal de 4,1 ampères. À la suite, on est demandé de déterminer la vitesse de synchronisme NS. La vitesse de synchronisme sera déduite directement de la vitesse nominale qui est affichée sur la plaque signalétique de notre moteur. On revient à cette plaque. On trouve ici la valeur de notre vitesse nominale de ce moteur qui est de 1443 tours par minute. Et par déduction, donc on dit que notre vitesse égale 1443 tours par minute, d'où la vitesse nominale qui est légèrement supérieure à cette vitesse nominale, elle aura une valeur de 1500 tours par minute. Calculer le glissement G du moteur, appliquant la relation déterminant ce glissement. On sait très bien, on formule que G égale la vitesse de synchronisme moins la vitesse nominale sur la vitesse de synchronisme, donc NS moins N sur NS, en application numérique, 1500 moins 1443 sur 1500 nous donne un rapport de glissement de 0,038, soit en pourcentage 3,8%. Il nous demande aussi de calculer les pertes par effet Joule
statorique. On a dit précédemment, lorsqu'on a utilisé cette grandeur lors de l'essai à vide, qu'on a utilisé la formule ou la relation qui dit que l'hyperjoule statorique égale 3 RI carré. Mais on va utiliser, bien sûr, le courant en charge. Donc, ici, on aura 3 fois 3,9, qui est la résistance d'un enroulement, multiplié par 4,1 au carré, nous donne un total de perjoule statorique en charge de valeur 196,67 watts. Passons à la question suivante, qui se charge de le calcul de la puissance transmise PTR. Ici, on va faire recours au bilan de puissance d'un moteur asynchrone triphasé. On constate très bien que si on veut avoir la valeur de PTR, c'est simple, il suffit de substituer la valeur de PGS, qui est le perte statorique, de la valeur de la puissance absorbée de notre moteur, on aura notre grandeur demandée, qui est la puissance transmise au rotor. D'où on va dire que PTR égale PA moins PGS moins PFS, les deux pertes au niveau du stator de notre moteur. Donc, les pertes géostatoriques déduites depuis la question 7 et PFS, c'est la valeur déduite à partir de l'essai à vide, car ce sont des pertes constantes qui ne changent pas avec le changement de fonctionnement de notre moteur, soit à vide, soit en charge. Donc, on aura en valeur numérique 2329,26 moins la somme des deux pertes, 196,67 plus 66,38, et comme valeur finale, la puissance transmise sera de 2066,21 watts. L'hyperjoule rotorique en question. Donc, on a une formule spéciale pour ces hyperjoules rotoriques. Elles disent que pour calculer ces hyperjoules, on va multiplier, ou on doit multiplier la valeur du glissement par la puissance transmise. Les deux valeurs déjà calculées aux questions précédentes, on va les utiliser. Égale 0,038 multiplié par 2066,21, on aura des perjoules de valeur 78,51 watts. Calculer la puissance utile, PU, qui est fournie sur l'arbre de notre moteur, c'est bien sûr, si on revient à notre bilan de puissance, on constate très bien, pour avoir la puissance utile, soit on fait la puissance absorbée de notre moteur moins les 4 pertes, toutes les pertes de notre bilan, soit la puissance transmise et juste on élimine les pertes au niveau de notre rotor qui sont les pertes joule rotoriques et les pertes mécaniques. Donc, on va utiliser le cours de chemin. Donc, PU égale PTR moins PGR moins PM. PTR 2066,21 moins 78,51 comme per joule. Et les pertes mécaniques, aussi comme les pertes fer statoriques, ce sont les pertes déduites depuis l'essai à vide. On aura une valeur finale de puissance utile de 1788,56 watts. Le couple utile, qui est proportionnel bien sûr à la puissance utile, en formule, on a que TU égale PU sur oméga, qui est la vitesse angulaire de notre moteur. Donc, PU égale 2πn sur 60 pour avoir une vitesse angulaire en rate par seconde. Donc, on aura en application numérique un couple de sortie au couple utile égal à 11,83 Newton-mètre. La question suivante, c'est le rendement en pourcent. Et comme on sait très bien que le rendement, c'est la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée, qui sont la puissance utile et la puissance absorbée, et le tout multiplié par 100 pour avoir un rendement en pourcentage. Donc, en valeur numérique, on aura
un rendement de 76,78%. Passons à la troisième partie de notre séance de révision, qui est l'étude du deuxième moteur M2. La caractéristique mécanique, on va se baser sur la caractéristique mécanique de ce moteur, qui est aussi un moteur asynchrone triphasé, qui est chargé de malaxage de produits de peinture. Et cette caractéristique est donnée par la figure suivante. Cette caractéristique nous montre les deux courbes du couple utile du moteur et le couple résistant de notre charge qui est ici le malaxeur lié à ce moteur. On passe au travail demandé. On est demandé de relever les coordonnées de point de fonctionnement en régime nominal de ce moteur. Bien sûr, pour déterminer ces coordonnées, on revient à notre courbe. Le point de fonctionnement, c'est bien évidemment l'intersection entre la courbe du couple utile et la courbe du couple résistant, soit ce point d'intersection. Si on prend les coordonnées de ce point, soit l'abscisse qui est la vitesse en tours par minute, ça correspond à 950 tours par minute et l'ordonnée de ce point correspond au couple utile ou la valeur du couple utile qui est ici 11 Newton mètres. Donc les coordonnées de notre point de fonctionnement seront en vitesse 950 tours par minute et en couple 11 Newton mètres. Calculer le nombre de pôles de stator. Donc, on sait très bien que le P, qui est le nombre de paires de pôles de stator, est déduit depuis la relation F, qui est la fréquence de fonctionnement du moteur, multipliée par 60 sur la vitesse de synchronisme, qui est égale à 3000 sur 1500, qui est égale à 2 paires de pôles. Or, la question nous demande le nombre de pôles. Donc, juste, on multiplie ce nombre de paires par 2, qui est le 2P, on obtient un moteur à 4 pôles. La question d'après, c'est de calculer la puissance utile. Donc, bien évidemment, on va utiliser les valeurs déduites depuis la courbe, qui sont la vitesse de rotation de 950 tours par minute et le couple utile 11 Nm. On sait très bien que la puissance utile égale son couple utile multiplié par la vitesse angulaire oméga en utilisant les valeurs numériques TU fois 2Pn sur 60, d'où 11 fois 2 fois pi fois 950 sur 60, on aura une puissance utile de 1094,32 watts. Grâce à cette valeur, on va déterminer le type de démarrage adéquat pour ce moteur et en justifiant notre choix, bien évidemment. On sait très bien que selon notre programme officiel, on a un choix entre deux pour le démarrage des moteurs asynchrones triphasés, soit un démarrage direct, soit un démarrage étoile triangle. Donc, la différenciation entre ces deux types de démarrage se fait grâce à la puissance utile du moteur, en la comparant avec un seuil bien défini qui est le 5,5 kW. On constate très bien que notre puissance utile pour ce moteur, elle est strictement inférieure à 5,5 kW. Donc, ce moteur sera démarré directement. Donc, on adopte pour ce moteur un démarrage direct car sa PU est strictement inférieure à 5,5 kW. Donc, à partir du document constructeur relatif au tableau de choix des moteurs asynchrones donné par la figure 5 de la page 3, on va identifier la référence du moteur, puis compléter les indications manquantes sur sa plaque signalétique. Donc, on aura besoin de le document de référence pour choisir notre moteur
Grâce à quoi on va choisir sur notre moteur? Bien sûr, sur sa puissance utile et sa vitesse de fonctionnement. Voici le tableau de choix des moteurs. On a une puissance de 1094 watts. On doit choisir une puissance légèrement supérieure et soit proche de cette puissance utile déduite par le calcul. On constate alors que le moteur adéquat pour faire ce boulot, c'est le moteur de référence FLS 90S, puisqu'il nous permet d'avoir une puissance utile nominale de 1,1 kW, soit 1100, qui est très proche de notre puissance utile déduite par le calcul. Donc, on va prendre comme donnée, il nous demande la vitesse de rotation d'un tel moteur, c'est 940 tours par minute, et le cos phi de ce moteur qui est 0,81. Revenons à notre tableau. On va mettre la référence de notre moteur qui est FLS 90S. Comme vitesse de rotation, il nous fournit 940 tours par minute, une puissance utile en sortie de 1,1 kW et un cos phi de 0,81. C'est le moteur qui nous permettra de faire le fonctionnement désiré pour faire tourner le malaxeur qui a pour charge de malaxer le produit de la peinture. En 16e question, il nous fournit l'information que le moteur M2 est commandé dans un seul sens de rotation. On va compléter les notations manquantes du circuit de démarrage de ce moteur. On voit très bien que ce circuit de démarrage se compose de deux parties, la partie à gauche et la partie à droite. On appelle la partie à gauche le circuit de puissance, alors que la partie à droite, c'est la partie du circuit de commande qui est capable de commander notre contacteur pour commander le moteur asynchrone triphasé. Des notations manquantes concernant les composants essentiels qui se trouvent entre le réseau triphasé et le moteur, connectant notre moteur au réseau triphasé. Le premier composant essentiel dans cette configuration, c'est le sectionneur porte fusible qui admet comme notation ou symbole, désignation, la lettre Q. Le contacteur, c'est le KM1. Et le troisième composant essentiel dans cette chaîne, c'est le relais thermique F1. Alors, en circuit de commande, il nous manque le nom de la bobine de commande qui permet à son excitation de commander le contacteur KM1 et la désignation du contact auxiliaire ou d'auto-alimentation qui permettra l'alimentation continue de la bobine du contacteur KM1 qui a comme désignation le 1KM1. Pour la question B, on est demandé de compléter le tableau suivant en indiquant le nom et la désignation de chaque composant à partir de la fonction fournie. Commençons par le composant numéro 1. C'est le composant qui nous permettra de maintenir l'alimentation de la bobine CAM1. On a dit que c'est le contact d'auto-alimentation qui admet comme désignation le 1KM1. Pour protéger le moteur contre les surintensités de surcharge lente, on doit avoir recours à bien sûr, un relais thermique. Et le relais thermique, comme désignation dans notre schéma, il admet la désignation F1. Et quel composant aura le rôle primordial de commander le moteur? Ce sera bien sûr notre contacteur KM1. Donc, on arrive avec cette question à la fin de notre séance de révision.
J'espère la bonne acquisition pour tout le monde et je vous souhaite la bonne chance dans votre parcours. Et merci pour votre temps et votre attention.